Bonsoir à toutes et tous et bienvenue pour une séance de rattrapage des meilleurs moments du Club international de 28 minutes samedi. Au programme ce soir, du débat, toujours dans la bonne humeur évidemment, des invités et vos chroniques habituelles. En fin d'émission, nous retrouverons l'incontournable Benoît Forjard et sa dérive des continents. Mais tout de suite, place à l'actualité, l'intelligence artificielle semble échapper à ses créateurs. Cyberattaques autonomes, système de chiffrement contourné, les incidents se multiplient et les inquiétudes, bien sûr, grandissent. La parole à Valérie Brochard. Les capacités des intelligences artificielles progressent désormais plus vite que les dispositifs chargés de les contenir. Des incidents qui inquiètent même le patron de ChatGPT. On l'écoute. The first sort of security incident that I have felt very viscerally. I've been a little surprised that, it's only been a few days, but I've been a little surprised that more people don't feel it so viscerally. But then there's like long-term questions about what do you do if this is like going to be the new rate of progress, or we may have to pace the rate of AI development to give ourselves enough time for society to harden around some of these new capability levels. Ralentir la cadence de développement, nous dit-il, mais Isabelle Durand, c'est déjà trop tard. En tout cas, c'est clair que beaucoup de pas ont été franchis, dont ce dernier qui est assez inquiétant. Alors cette cadence, elle va encore, je pense, s'accentuer. Toutes les prévisions montrent qu'on va augmenter encore cette cadence. Peut-être que le seul frein pourrait être les questions de ressources et d'énergie, parce que tous ces gros data centers et tout ce système qui permet l'émergence et le travail et la puissance de calcul de l'intelligence artificielle, ça demande énormément d'électricité, de l'eau, des métaux, des ressources qui, elles, sont limitées, ou en tout cas dont la production ne va pas aussi vite que la production mécanique, si je peux dire, de l'intelligence artificielle. Justement, vous parlez de ces gigantesques data centers. On a appris que l'Union européenne vient d'annoncer un appel d'offres géant de 30 milliards d'euros pour construire justement ces premières, je cite, des giga-usines d'intelligence artificielle sur le continent européen. Donc il y a ces discours qui disent qu'il faut ralentir sur l'IA, et puis il y a la réalité. Ah oui, absolument. Et la réalité, c'est aussi que l'Union européenne, évidemment, qui est déjà fort en retard par rapport aux États-Unis et à la Chine, essaie à tout prix de reprendre le train, si je peux dire, par cet appel d'offres. Eva Barletto, il est là aujourd'hui le combat, réussir finalement à réglementer cette course en avant, puisqu'on voit que même Sam Altman et même Elon Musk, qui nous dit que dans 5 ans, l'IA dépassera l'intelligence humaine, ils s'inquiètent tous maintenant. Mais oui, mais il y a ces documents d'ailleurs signés par 1000 employés de l'IA, dont Dario Amodei, qui est le propriétaire d'Anthropic et de Claude, qui disent que finalement, il faut ralentir. Mais quand on voit Dario Amodei, qui est considéré presque comme une figure éthique, qui est quand même à l'origine du projet Panama, où on a détruit des milliers et des centaines de milliers de livres pour pouvoir les scanneriser et rendre plus forte un modèle d'IA, on se pose la question en fait sur quel est l'intérêt, parce qu'il s'agit de sociétés privées. Donc l'intérêt, c'est pas l'intérêt collectif, mais c'est l'intérêt de rentabilité. Et c'est ça qui pose problème, parce qu'au-delà du problème qu'évoquait Isabelle Durand, écologique, il y a aussi un problème psychologique d'addiction qui est déjà là. On a les jeunes qui parlent avec ChatGPT comme pour conversation. Et puis il y a un problème sociétal lié au travail, en fait, surtout les emplois qui seront remplacés par l'IA à terme. Vous parliez de cette pétition, Guil, elle a été signée par plus de 1000 employés d'entreprises à la pointe d'intelligence artificielle, et cette pétition, elle appelle le gouvernement américain à temporiser la sortie des modèles les plus avancés. Est-ce que tous ces appels vont rester des vœux pieux, ou comme le disait aussi Eva Morletto, les gens de la tech sont pas vraiment prêts à résister à cette manne économique? Ça me fait penser à Robert Oppenheimer, qui après avoir contribué grandement au projet le père Manhattan, de la bombe atomique. De la bombe atomique, la bombe atomique, l'un des pères, bien sûr. À regretter après, et il n'était pas le seul. Même en France, Curie et d'autres qui ont contribué beaucoup au projet nucléaire français avaient aussi des doutes, questions de morale, etc. Et finalement, on a eu quelque chose qui est plutôt rassurant. D'un côté, une course aux armements avec de nucléaire, on en parle même aujourd'hui avec l'Iran, mais de l'autre côté aussi, on traitait de non-prolifération, des normes, on a eu relativement peu d'accidents, c'est-à-dire, c'est pas soit on est dans une sorte de science-fiction horrible, soit on est dans une sorte de désarmement. Les enjeux géopolitiques sont tels que aucune puissance ne peut
n'est pas... Isabelle Dumont. Oui, et ce que je voudrais surtout, c'est que les Européens, indépendamment de tout ce que vous dites, que je partage, ne soient pas seulement les consommateurs des géants américains, mais soient aussi ceux qui peuvent produire quelque chose qui est un numérique peut-être un peu plus encadré. Éric, vous avez justement, votre avis sur ce contrôle de l'IA? Oui, il me semble quand même que Sam Altman et les grands de la tech sont des pompiers pyromanes, C'est ça. puisqu'ils crient au feu, mais ChatGPT a été rendu gratuit à l'origine. Vous avez un dessin un second dessin. Alors peut-être faut-il en faire appel non plus aux géants de la tech, mais aux hommes politiques. Président, si on ne fait rien, l'homme sera bientôt dominé. Et Trump répond, tant que c'est pas par une femme. Valérie, comme chaque semaine, vous emmenez maintenant chez l'un de nos chers voisins européens. Ce soir, on franchit les Pyrénées, on part en Espagne où un mur est tombé. Vous voyez, je vous emmène à Gibraltar, très précisément. Ce petit rocher britannique accroché à la pointe sud de l'Espagne, face au Maroc, un territoire de 7 km². C'est plus petit que le bois de Vincennes, revendiqué depuis 3 siècles par Madrid, où des milliers de travailleurs espagnols franchissent chaque jour la frontière. Londres, Madrid et Bruxelles ont enfin trouvé un accord pour supprimer les contrôles à cette frontière devenue, depuis la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, un casse-tête politique et quotidien. Mercredi 15 juillet à minuit 1, des centaines d'habitants ont franchi tout sourire la frontière entre la ville espagnole de la Linea et Gibraltar. Un peu plus tôt dans la journée, en sortant de la Commission européenne à Bruxelles, le chef du gouvernement de Gibraltar, son accord signé sous le bras, avait du mal à contenir son émotion. It's been a very emotive day. I mean, you think about what the whole journey has been and the work even that we've had to do today to work with the UK to finalise the Concordat. It is a great deal for Gibraltar and it just fills me with joy to be back home. Le lendemain, c'est le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez qui est venu savourer la chute de ce qu'il qualifiait plutôt le dernier mur de l'Europe continentale. Écoutez. Hoy abrimos una nueva era para el campo de Gibraltar, de prosperidad compartida, como en muchas ocasiones los alcaldes y alcaldesas, una etapa de convivencia, de futuro compartido, entre poblaciones que jamás vivieron de espaldas. Chaque matin, environ 15 000 salariés quittent l'Espagne pour aller travailler à Gibraltar, puis franchissent de nouveau la frontière. Le soir, ils travaillent dans les hôtels, les restaurants, le bâtiment, le port, mais aussi dans les deux poids lourds de l'économie locale, les services financiers et les sociétés de jeux et de paris en ligne. Autrement dit, Gibraltar a les entreprises et les emplois, mais pas assez d'habitants ni de logements pour faire tourner son économie. La frontière avec tampon à chaque passage menaçait tout le système. En revanche, les contrôles migratoires, eux, ne disparaissent pas. Ils sont déplacés. Toute personne arrivant directement de Londres ou d'un pays extérieur à l'espace Schengen est contrôlée à l'aéroport ou au port par les autorités de Gibraltar chargées de l'immigration britannique, puis par les agents espagnols chargés de protéger l'entrée dans l'espace Schengen. Gibraltar ne devient donc ni espagnol, ni membre de l'Union européenne, encore moins membre de Schengen. Le rocher reste britannique, comme l'a bien précisé Stéphane Doty. Gibraltar is not joining Schengen. Immigration, policing and justice remain the responsibility of its own authorities. British sovereignty over Gibraltar, including British Gibraltar territorial waters, is fully upheld and explicitly protected. Rokhaya Diallo, quand une frontière disparaît et que le conflit demeure, est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment un espace de paix ou c'est une spécificité bien européenne de laisser un conflit larvé comme ça sous-jacent ? Alors c'est effectivement, je ne sais pas si on veut parler de conflit, mais en tout cas il y a une dissension et c'est en fait un accord qui est strictement fonctionnel, c'est-à-dire que la question de la souveraineté n'est pas tranchée, en tout cas la souveraineté reste officiellement britannique, mais c'est un territoire qui reste disputé et revendiqué par l'Espagne. Mais ce n'est pas le seul territoire européen qui soit dans ce cas, je pense que nous sommes aussi concernés, je pense à Mayotte par exemple, qui est considéré par l'Union africaine notamment et par les Comores comme un territoire comorien et qui est, comme la Nouvelle-Calédonie, dans les territoires à décoloniser selon leurs normes. Donc l'Union européenne n'est pas étrangère au fait qu'il y a encore des territoires qui restent au statut imprécis. C'est dans les deux cas, d'ailleurs, c'est le cas de Mayotte, mais c'est le cas aussi de Gibraltar. La population locale, elle, ne veut pas changer de souveraineté. Oui, bien Il y a eu des référendums parce à Gibraltar. Elle en tire des avantages, c'est toujours pareil. Quand vous êtes en marge d'un ensemble économique aussi important que l'Union européenne et que vous n'avez pas à en appliquer les standards ou les normes, vous en profitez. Il faut bien le dire les choses, on a l'exemple de Monaco. Oui. Donc c'est assez logique qu'ils veuillent rester dans cette situation. Après, est-ce que l'Espagne, finalement, et le Royaume-Uni n'ont pas intérêt objectivement, je ne parle pas de souveraineté et de querelle politique, mais objectivement, est-ce que les choses restent en l'état ? A priori, c'est plutôt quand même comme ça que ça se passe. Un dessin de Dorthe.
Ouverture de la frontière entre le Gibraltar et l'Espagne. Youpi, plus besoin de passeport. Cet été, on passera nos vacances en Espagne. Nous sommes tous des employés, certains prennent des vacances au vert, elles stockent le carbone, filtrent l'eau, retiennent les sols et nous enchantent. La danse, la forêt et la solitude. C'est qui la forêt? Une vieille dame d'environ 385 millions d'années. Elle était là avant les dinosaures. Depuis, elle s'est déclinée au pluriel. Bambouseraie au Japon, séquoia aux États-Unis, forêt de nuages au Costa Rica, forêt noire en Allemagne. Sans oublier la Guyane, couverte à 95% de forêt primaire, l'employée la plus indispensable de la planète et la moins protégée. La plus célèbre, l'Amazonie, 9 pays, 550 millions d'hectares, 10% de la biodiversité mondiale et 34 millions d'habitants. Jacques Chirac rappelait déjà l'urgence en 2002. Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Poumons pour les uns, réserves de terre, de minerais et de bois pour les autres. 80% des espaces déboisés deviennent des pâturages. Le pouvoir brésilien préfère parfois changer de récit plutôt que de modèle. Não necessitamos da região amazônica para expandir nosso agronegócio. Flashback en France au 19e siècle, l'État replante les montagnes, fixe les dunes et boise les landes pour assécher les marais. Après 1918, Verdun devient une forêt mémoire. En 2 siècles, la forêt française double de surface. Aujourd'hui, les 3/4 appartiennent à des propriétaires privés. Mais le succès du film Le Chant des forêts rappelle qu'avant d'être une ressource, c'est un monde habité que l'on vient encore écouter. De la France à l'Espagne et au-delà, la forêt brûle. Chaleur, sécheresse et imprudence humaine nourrissent les flammes. Derrière les hectares détruits, des habitants évacués, des animaux effrayés, des paysages rayés de la carte. En France, ces feux ont déjà rejeté 1,4 million de tonnes de CO2 cette année. Face aux brasiers, pompiers et habitants font front. On voit la détresse que certaines personnes et tout ça. Ceux qui ont perdu leur maison, on aimerait bien qu'on nous aide aussi, quoi. Donc voilà. Tronc noirci, sève atteinte, aiguille encore verte. Les forestiers auscultent chaque arbre. Il faudra parfois 2 ou 3 ans pour savoir ce qui peut survivre et ce que la forêt fera renaître seule. Et finalement, pourquoi elle? Parce qu'elle travaille à l'échelle des siècles et que nous détruisons en une journée ce qu'elle met une vie à construire. Merci Olivier Boucreux. Alors Isabelle Durand, le président de la République, au lendemain, enfin pas au lendemain, mais pendant ces incendies, et spécifiquement en Gironde et dans les Landes, a parlé de dire qu'il fallait replanter une forêt, mais différemment. Ça paraît étonnant de dire ça. Et déjà, est-ce que c'est possible? Et surtout, est-ce que vous imaginez aujourd'hui Emmanuel Macron, après tout ce qu'on a connu aussi de sa politique, aujourd'hui s'engager véritablement pour un changement concernant les incendies, voire le réchauffement climatique? Bon, je ne crois pas en sa promesse, mais je crois en la nécessité de faire quelque chose, oui. C'est certain. D'autant plus que ce ne sont pas des incendies de forêt, ce qu'on a toujours eu, des petits incendies locaux qui parfois, d'ailleurs même écologiquement, sont utiles. Ici, on est sur des méga-feux. Enfin, on a vu la Gironde et même Fontainebleau. On est sur des feux qui sont d'une toute autre nature et évidemment, je dirais, encouragés ou suscités par le changement climatique, la sécheresse, etc. Alors le problème, on le dit dans le reportage, 75% en France en tout cas, et en Europe plus ou moins 60% des forêts sont privées, donc morcelées et sujets à du rendement, parce que ceux qui sont propriétaires de forêts, ils ne sont pas là pour regarder les feuilles, ils sont là pour de l'exploitation et du rendement. Et donc il y a un peu une aberration. J'entends aussi depuis cet incendie et ces incendies qu'il faudrait d'un côté sanctuariser la forêt, on ne touche plus à rien, ou de l'autre côté, au contraire, pouvoir continuer de planter pour pouvoir justement continuer l'exploitation. Et donc c'est évidemment ni l'un ni l'autre. Et il faut de la diversification, il faut un soin à la forêt, ça c'est évident, mais le morcellement en propriété privée ne rend pas facile, c'est le moins qu'on puisse dire, l'application des mesures. Là, vous parlez notamment de la reforestation, mais il y a aussi tout le travail en amont et la prévention, comment éviter les feux de forêt. Il y a une technique qu'on a beaucoup évoquée, c'est le débroussaillage. Comment obliger les propriétaires à le faire, sachant que 75% des forêts appartiennent à des personnes privées? Ça, c'est une chose. Il faudrait peut-être mettre en place des sanctions plus fortes pour les propriétaires qui ne font pas ce qu'il doit être fait. Après, il faut voir quelle est la hiérarchie, disons, des choses à être faites. Et peut-être, au lieu de s'inventer quelque chose, il faudrait juste regarder ce qui se passe chez nos voisins. Alors déjà, par exemple, en Italie, on a une flotte de Canadair qui est beaucoup plus importante qu'en France. On a 15 Canadair, 4 hélicoptères. Ça n'empêche pas la Sicile de brûler parce qu'en fait, les Canadair arrivent quand le méga-feu est déjà en place, déjà brûlé. Mais il y a une autre solution. Regardons ce qui s'est passé en Portugal en 2010.
2017, il y a eu des feux de forêt ravageurs parce qu'ils ont planté beaucoup d'eucalyptus pour leur industrie de papier. Et finalement, qu'est-ce qu'ils ont fait aujourd'hui? Ils ont appliqué une sorte de permaculture appliquée à la forêt où ils mettent différentes espèces qui finissent par protéger, pour avoir une fonction protectrice sur les autres arbres. Et ça marche. Voilà, et rappelons-le qu'en effet, la forêt des Landes, c'est essentiellement des pins. Et c'est même que des pins, d'ailleurs. Exactement. Guy Miailly, l'État met en place, mais surtout en avant, près de 100 millions d'euros consacrés en 2026 à la planification écologique de la forêt et 20 millions supplémentaires pour la prévention des incendies depuis 2023. Est-ce que ces moyens ils sont à la hauteur de ce qu'on a observé cet été? Je ne sais pas à quoi ils vont utiliser cet argent, mais c'est clair que là, on est sur un problème qui exige des décennies, des générations pour qu'on puisse traiter à la racine. On a dit que, bon, déjà on appelle ça forêt, mais ce sont des usines, c'est de l'agriculture. À la fois en Gironde et surtout dans les Landes. Les Landes, on se souvient encore de cartes postales de la fin du 19e siècle, des gens sur les échassiers. Les échassiers, oui, bien sûr, les bergers. Exactement. Donc, c'est pas pour se balader dans la forêt. C'est parce qu'il y a 120 ans, 130 ans, le paysage était complètement différent. C'était des marais. C'était des marais, c'est une sorte de monoculture. Les conditions ont changé. Et on ne peut pas continuer avec ces genres d'exploitation. Il faut faire autre chose, c'est clair, et ça va prendre longtemps. Alors, faire autre chose, Eric, je crois que vous avez une petite idée, vous. Hein? Oui, reconstruire différemment. Est-ce que le risque n'est pas de reconstruire des data centers à la place de la forêt de pins? Ici, le data center du pain perdu. C'est ça. Ouais. Merci, Eric. On poursuit cette séance de rattrapage des moments les plus saillants de l'émission avec une autre actualité. La peine de mort est en progression dans le monde. Qu'est-ce que ça dit de notre époque? On vous écoute, Valérie Brochard. La France célèbre cette année les 45 ans de l'abolition de la peine de mort. Mais à Paris, le congrès mondial contre la peine capitale, eh bien, là-bas, l'ambiance n'était pas à l'autosatisfaction. Derrière l'hommage rendu à Robert Badinter, les exécutions recensées dans le monde atteignent un niveau inédit et inquiètent le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. Trop de pays dans le monde pratiquent encore la peine de mort. En Iran, la peine capitale et les exécutions se sont multipliées depuis 2022. En 2025, Amnesty International recensait plus de 2700 exécutions dans 17 pays. Cette réalité doit nous alerter. Jamais autant d'exécutions n'ont eu lieu depuis 1981. Mariam Pirzadeh, on se tourne évidemment vers vous. En 2025, Amnesty recense au moins 2159 exécutions en Iran. Est-ce que déjà c'est des chiffres que vous pouvez nous confirmer? Et surtout, comment vous pouvez expliquer cette accélération des exécutions sommaires en Iran? Les exécutions suivent les mouvements de contestation. 2022, c'est le mouvement de contestation après la mort de Mahsa Amini. Et alors déjà, pour l'année dernière, c'est plus 86% d'augmentation. Juste pour l'Iran, par rapport à l'année précédente. Et là, ils ont augmenté la cadence des exécutions les 3 mois de la guerre, puisqu'ils ont commencé à pendre les manifestants de janvier 2026, qui avaient manifesté les plus grosses manifestations contre le régime. Et en fait, la pendaison, l'exécution en Iran, elle est valable pour 5 délits. Et comme les procès se font de manière expéditive, sans avocat, c'est souvent rangé dans le tiroir du Moharébé, donc c'est corruption sur terre. Et vous pouvez être accusé de corruption sur terre pour absolument tout. Nous, on alerte parce que nous, on a un œil sur l'Iran et on travaille sur les chiffres des ONG qui font un travail admirable. Mais il y a beaucoup de pendaisons qui nous échappent. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas puisque ce sont dans des petits villages reculés. Mais la pendaison, et je finis sur ça, excusez-moi, les exécutions, c'est pour aussi faire peur à la population et les empêcher de redescendre dans la rue contre le régime. C'est une arme politique. Exactement. Gil Meili, en Israël, il y a une loi qui a été adoptée à la fin du mois de mars qui vise les terroristes et qui vise clairement les Palestiniens, donc pour rétablir la peine de mort qui les concernerait eux. Cette loi, alors elle n'est pas appliquée, elle n'est même pas encore validée définitivement puisqu'il y a des recours devant la Cour suprême. Est-ce qu'on peut imaginer que cette loi, d'une part, soit validée par la Cour suprême et qu'ensuite qu'elle entre en vigueur? Est-ce que ça change la nature du régime d'Israël si cette loi entre en vigueur? Never say never. C'est envisageable, je pense que ce n'est pas probable. Et surtout, il y a des élections dans 3 mois, on ne sait pas
la majorité, disons, dans les sondages, la majorité n'est pas de ces côtés-là. Mais évidemment, c'est pas toujours ce qui compte dans les élections. Mais je veux juste dire que ce qui tient aujourd'hui en Israël, c'est le pouvoir judiciaire. Et je pense que même si, théoriquement, la peine de mort sera applicable dans certains cas, ce sera toujours en procédure très très longue, très compliquée, et que ça va être politiquement insoutenable. Mais alors, le problème avec Jean Morletto, est-ce que c'est pas sur la sensibilité aussi des opinions publiques? C'est-à-dire qu'en France, on le voit, on a aboli la peine de mort en 1980, et pourtant, là, on a beaucoup parlé d'une affaire, c'est la mort de cette jeune fille, Diana, et là, d'un coup, hop, on a ressurgi chez certains en politique, notamment à droite, voire à l'extrême droite, qui proposent désormais des référendums, en gros, qui souhaiteraient un référendum sur la peine de mort. Et il y a même un sondage. 68% des Français interrogés, ceux qui sont interrogés, disent oui, il faudrait à ce moment-là organiser un référendum pour ou contre la peine de mort sur les assassins d'enfants. C'est-à-dire que finalement, cette peine de mort, on voit qu'elle est toujours dans les têtes. Mais oui, mais c'est là le danger de faire une politique de type populiste, c'est-à-dire de parler au ventre de la population et pas au cerveau. Le rôle d'une démocratie, c'est, on le voit, pas dans les périodes de calme, mais quand il y a un trouble, c'est de garder la rationalité. Et la rationalité nous dit quoi? Nous dit que les pays où s'est appliquée la peine de mort, et notamment les États-Unis, que je rappelle, l'année dernière, il y a eu le double de condamnations par rapport au passé. Avec l'administration Trump, ça ne sert à rien au niveau de limiter le nombre de crimes ou de délinquances. Donc on voit que ce n'est pas efficace. Un dessin de Pierre Kroll. Voilà, des pays qui appliquent la peine de mort abondamment ne comprennent pas ce qui nous retient, parce que c'est quand même une pratique pas chère, et on y rend même décoratif, parce que souvent c'est public. Merci Pierre. C'est à vous Fanny. Cette semaine, vous avez joué de la zapette, mais alors vraiment très très frénétiquement, parce que vous avez regardé les télés de plein d'autres, hein, pas seulement la télé d'autres, les télés de plein d'autres, et même la télé, en fait, les télés du monde entier, qui se passionnent pour le retour sur grand écran d'une épopée mythique. Hein. Oui, l'aventure de son réalisateur Christopher Nolan et de son équipe en pleine promo mondiale de l'Odyssée, donc. 250 millions de dollars de budget, c'est un record pour Nolan. 3 mois de tournage au format IMAX 70 mm, c'est la meilleure résolution qui soit. Un casting 5 étoiles. Au hasard, Matt Damon, Anna Thaoué, Charlize Theron, Tom Holland, Zendaya et j'en passe. Bref, de quoi être le blockbuster de l'été. D'ailleurs, les fans sont prêts absolument à tout. Faire 3 heures de route pour trouver la bonne salle qui peut diffuser ce bon format, prendre un billet pour la séance de 2 heures du matin et même, figurez-vous, décaler un projet bébé. Et oui, c'est ce que fait Amber, californienne de 29 ans, qu'une amie, il y a 9 mois de cela, incitait à tomber enceinte. Regardez ce qu'elle lui a répondu. Non, je dois attendre encore quelques mois, sinon l'accouchement va être trop proche de l'Odyssée. Et heureusement qu'ils sont là, Renaud, ces fans de Nolan, parce que pour lui et pour son équipe, la tournée de promo est un vrai périple. Pas Véritac, vers Londres, Paris, Mumbai, Séoul, New York, Pékin. Et la Grèce dans tout ça, le berceau de l'Odyssée. Pas d'étape prévue. Ce qui fait d'ailleurs grincer des dents dans le pays, tout comme d'ailleurs l'absence totale d'acteurs grecs au casting ou encore l'utilisation de costumes et d'éléments du décor pas tout à fait fidèles à la réalité de la Grèce antique. Pas grave, répond cet archéologue grec très suivi sur les réseaux sociaux. Ακόμα κι αν δεν είναι πιστή η ταινία, είμαι βέβαιος ότι πολλοί θα τη δουν και θα πάνε μετά να ψάξουν για την Οδύσσεια, ίσως να τη διαβάσουν και να την αγαπήσουν. Ποιος ξέρει. Encore faudrait-il pour lui que cette œuvre ne soit pas éclipsée par d'autres polémiques, notamment racistes. Pour l'extrême droite grecque et Elon Musk, tiens, encore lui, l'actrice noire Lupita Nyong'o ne pouvait pas interpréter le rôle d'Hélène de Troie. Christopher Nolan, dit Elon Musk, pisse sur la tombe d'Homère, c'est scandaleux. Il a profané l'Odyssée pour être éligible à un Oscar. Lupita Nyong'o, elle, balaye ses critiques d'un revers de main. Notre distribution, dit-elle, est représentative du monde. Colère aussi de l'acteur espagnol Javier Bardem, signataire d'une tribune qui appelle à boycotter le film, en partie tourné au Sahara occidental, une région dont le Maroc revendique la souveraineté. Point sur lequel Christopher Nolan ne s'est pas exprimé. J'invite Monsieur Nolan, lance Javier Bardem, à se renseigner sur l'histoire de la répression exercée par le régime marocain à l'encontre du peuple sahraoui.
heureux qui, comme Ulysse, ça fait un long voyage. La troupe de l'Odyssée va bientôt finir par rentrer chez elle, avant peut-être de mener une toute autre bataille, une nouvelle, contre une très prochaine version concurrente de l'Odyssée. Ça sortira cet été, réalisée quasi intégralement avec l'intelligence artificielle. Rokhaya Diallo, est-ce que cette polémique, elles peuvent éloigner les gens des salles de cinéma, les empêcher d'aller voir le film, ne pas leur donner envie, ou est-ce qu'à l'inverse, ça va servir la promotion du film ? Je pense que ça n'aura pas d'incidence pour les fans de Christopher Nolan. Je pense qu'il n'y a pas tant de cinéphiles que ça qui sont opposés à ce que Hélène de Troie soit interprétée par Lupita Nyong'o. Et d'ailleurs, c'est étrange parce que Zendaya interprète le rôle d'Athéna et bizarrement, il n'y a pas de question. Je pense que la question de l'incarnation, elle joue beaucoup. Et le fait que Hélène de Troie, dans la mythologie, est censée être la plus belle femme du monde et qu'on confie ce rôle à une femme noire à la peau foncée, je pense que c'est ça qui pose problème. Donc, je ne pense pas que ça jouera. On a eu la même polémique avec La Petite Sirène, ça a très très bien marché. Dans les Marvel, il y a plein de personnages qui, à l'origine, n'étaient pas noirs, qui sont devenus noirs. C'est pas devenu un sujet. Ça a été de grands succès, les Avengers ou Doctor Strange. Enfin, donc je pense que ça n'aura pas d'incidence. Mais je trouve que c'est intéressant en fait de se préoccuper. Enfin, parce que c'est pareil, les Grecs ils n'ont pas forcément, enfin en majorité, les cheveux clairs ou le type de Matt Damon. C'est pas forcément un sujet. Moi, je trouve que c'est intéressant effectivement de se poser la question. Des comédiens grecs, le fait qu'il n'y ait pas de comédiens grecs. Ça, je trouve que c'est un sujet pour le coup. Moi, je trouve que ça me parle davantage. Et la question à Dakhla, au Sahara occidental, c'est une vraie question. C'est-à-dire que politiquement, dans quel contexte on produit un film, si on participe, en tout cas, d'une certaine manière, on valide une répression gouvernementale contre un peuple qui veut de l'autonomie, oui, c'est une vraie question. Mais pour moi, ça reste de la mythologie et ça dit quelque chose au-delà de décarnation des uns et des autres. Je suis très content de Lupita. Elle est super. Et démographiquement, les populations de pigmentation que nous partageons avec Lupita, ils croissent beaucoup, beaucoup plus vite. Donc c'est assez intelligent de choisir la belle Hélène comme ça. Moi, je suis très content. Et en plus, la controverse va faire qu'on aura encore plus de spectateurs. Non, moi, je suis extrêmement content de ce choix. Un dessin de Dorthe. L'Odyssée fait un meilleur démarrage en salle que Oppenheimer. Tout va bien. Ce ne sont que des sirènes. Aucune Barbie en vue. Allez hop, tous à table avec notre invitée du samedi, l'historienne de la gastronomie et critique culinaire Nathalie Elal. Pas un secret de nos assiettes ne lui échappe. Elle connaît tout de nos habitudes alimentaires et notamment ces interdits qui les encadrent. Tu n'en mangeras point, petite histoire des aliments interdits. C'est le titre de votre ouvrage, Nathalie Elal, paru aux éditions Talendier. Et au tout début de ces interdits, justement, Nathalie Elal, tout commence dans un jardin. Alors, le jardin d'Éden. Forcément. Le début des pépins, en réalité, avec la pomme. Bah voilà. Évidemment. Enfin, la pomme, au départ, on ne sait pas que c'est une pomme. On suppose, c'est un fruit, puisque le mot hébreu, c'est péri. Et puis ensuite, il y a eu une traduction bienvenue pour décréter que c'était une pomme, c'est-à-dire qu'un érudit qui s'appelle Jérôme de Stridon, qui est chargé de traduire la Bible en latin, va peut-être sciemment traduire la pomme en parlant du mal, malum, qui veut dire également la pomme, donc maalom, malom. Donc il va faire cette petite confusion qui va arranger tout le monde, parce qu'en réalité, le fruit défendu aurait pu être une figue, aurait pu être un épi de blé, aurait pu être une grenade. On ne sait pas exactement, mais c'est devenu une pomme. Et dans l'imagerie populaire, ça s'est diffusé comme ça grâce à des peintres de la Renaissance et à des graveurs de la Renaissance. Ça fait des siècles que la nourriture est à ce point un sujet dans les religions. Comment on l'explique ça ? Parce qu'en fait, c'est une volonté de contrôle. Grâce à la nourriture, vous contrôlez l'individu, donc avec toutes les religions, littéralement, vraiment les 3 grandes religions monothéistes, mais pas seulement. En fait, je pense aussi aux religions orientales. Par exemple, en Inde, vous avez évidemment l'interdit de la vache. Et puis, vous avez des tas d'autres religions qui toutes comportent leur part d'aliments interdits. Et puis ensuite, eh bien, vous avez jusqu'à aujourd'hui, avec ceux que j'appelle les prophètes de nos smartphones, qui nous disent qu'il ne faut pas manger tel ou tel aliments, ingrédients, parce que ce ne serait pas bon et qui vont nous culpabiliser pour nous empêcher de les manger. Donc c'est un contrôle de l'individu. Et en parlant de religion, vous pouvez peut-être nous parler de la création du Filet-O-Fish de McDonald's. Ça, chez McDonald's. Voilà. Oui. Alors on est en 1962.
à Cincinnati, où il y a une très forte communauté chrétienne. Et c'est le gérant d'un McDonald's là-bas qui découvre que malheureusement, le vendredi, eh bien, son restaurant est vraiment déserté. Et évidemment, pourquoi? Parce que vous savez que le vendredi, eh bien, les chrétiens mangent du poisson. Donc il va avoir l'idée de créer le burger aux fiches, donc avec un filet de poisson pané. Mais d'abord, il va en parler au big boss de McDo, qui lui n'est pas tout à fait d'accord et qui dit « Moi, je préférerais créer un burger à l'ananas. Mais il faut une sorte de petit pari. » Et alors, évidemment, le gérant du McDo de Cincinnati va gagner la mise, va remporter la mise avec son burger filet aux fiches versus le burger à l'ananas. Je crois qu'il a vendu 350 burgers filet aux fiches dès le premier jour contre 6 burgers à l'ananas. C'est vrai que le burger à l'ananas, je ne sais pas si vous avez testé, moi c'est pas mon truc. C'est pas top. Dernière question, Nathalie Hélal, est-ce que la multiplication de ces interdits ou de ces conseils, mais un petit peu combinatoires, etc., font d'ailleurs que quand on invite à dîner, maintenant on demande s'il y a tel ou tel interdit, tel ou tel. Est-ce que la table dans cet univers-là peut encore être sociale ? Elle a beaucoup de mal à l'être, justement. Moi, je pense aux périodes de Noël. Vous savez très bien que tous les ans, ça devient même un marronnier dans la presse. C'est-à-dire qu'on va se dire que les Français, je parle de la France, l'exemple français, ah, ben oui, mais les enfants ne mangent pas de foie gras parce que c'est désolant, le gavage des oies et des canards. Donc, on va prévoir du faux gras, qui est quand même une espèce de ragougnasse de champignons shiitake, d'huile de coco. Enfin, c'est pas mieux, hein, c'est pas mieux. Mais peut-être que c'est plus, entre guillemets, déontologiquement correct. Et en tout cas, on veut assurer la paix des familles, au moins pour cette trêve de Noël, en s'abstenant du foie gras, ce qui est bien dommage, soit dit en passant. 2 dessins de Coco. Eh bien oui, je dirais gare à l'indigestion, parce que les dictats des religions, on en bouffe tous les jours, matin, midi, soir, déjà. Merci Coco. Et puis un deuxième dessin. Vous parliez de Ève, mais la vérité sur Ève, c'est que c'était pas vraiment une pomme, c'est du carpaccio. C'est maintenant l'heure de franchir les Alpes et de partir pour l'Italie avec l'écrivain Federico Tavola qui nous propose une odyssée culinaire qui dépasse d'ailleurs largement les frontières de son pays, puisqu'il nous emmène de la Nouvelle-Calédonie à Tokyo, en passant par la Sicile de votre enfance. Bonsoir, bienvenue à vous. C'est à la fois un livre de recettes, un hommage à la cuisine italienne, une réflexion sur l'identité italienne et bien d'autres choses encore, avec un titre surprenant au premier abord pour ce livre paru aux éditions Istia et compagnie. Ce titre, c'est « Pourquoi les fascistes n'aiment pas les spaghettis ». C'est vrai que ce n'est pas le premier angle par lequel on aborde parfois la question du fascisme. Alors, vous le racontez dans ce livre, vous donnez la réponse. Pourquoi est-ce que donc les fascistes n'aiment pas les spaghettis ? Ce serait la faute d'un certain Martinetti, c'est ça ? Marinetti. Marinetti, pardon. Oui. Le titre renvoie en fait au fait que Marinetti, dans son manifeste de la cuisine futuriste, il avait écrit que lorsqu'on mange des pâtes, on devient paresseux, mou, détendu, parce qu'évidemment on est satisfait. Au contraire, l'homme fasciste devait être combatif. Et donc il y avait cette motivation plutôt philosophique, l'homme c'est qu'il mange. Les pâtes vont contre la virilité en quelque sorte, hein, c'est ça, dans cette lecture-là. Oui, on peut dire comme ça, mais c'est plutôt pour moi que lorsqu'on mange un bon plat de carbonara, après c'est difficile qu'on ait envie de faire la guerre. Vous avez d'ailleurs une particularité, Federico Tavola, c'est que quand vous voyagez à travers le monde, vous promenez toujours avec des paquets de pâtes d'ailleurs, hein, et vous offrez des pâtes. Pourquoi est-ce que c'est aussi emblématique à vos yeux ? Bon, parce que cela m'aide en fait à franchir certaines barrières culturelles, parfois même physiques, parce que tout le monde mange. Et du moment que je suis moi l'étranger, j'offre une partie de moi. Je montre la personne que je suis. Je montre que je suis disposé à partager, à partager un moment de bonheur. Et alors, puis les pâtes sont très bonnes, et donc cela m'aide en fait à battre un petit peu une certaine méfiance. J'ai vraiment une question de français, hein, vraiment. Couper les spaghettis. Alors pour vous, alors ça c'est vrai que c'est un drame. Alors personnellement, faut pas le faire hein, d'ailleurs. Mais est-ce que pour vous c'est un vrai crime ? Et est-ce qu'on devrait criminaliser en fait d'ailleurs ce geste ? Envoyer en prison, bien sûr. Non, mais en fait, moi, c'est une demande un peu bizarre pour moi. Je comprends pas vraiment la demande. C'est un peu comme si on me demande pourquoi il faut nager avec des brassards. Parce que c'est les enfants chez nous qui coupent les spaghettis. Nous, on coupe les spaghettis pour les enfants parce qu'ils ne sont pas encore capables de maîtriser bien l'art de la fourchette. D'accord, oui. Mais après, ce n'est pas nécessaire, parce que la demande, en fait, c'est pourquoi couper les spaghettis.
Oui, c'est ça, oui, c'est vrai. Si on a envie des pâtes courtes, on achète des fusilli. Exactement. Alors, il y a une question d'une compatriote qui ne coupe pas ses spaghettis, bien sûr. Eva Morletto. On a un retour en force de la cuisine traditionnelle, de la cuisine des grands-mères, etc. Et de cet amour donc pour les plats traditionnels. Jusqu'où tout ça, ça représente l'amour du patrimoine et il est où, disons, le point de bascule vers, par contre, une sorte de repli identitaire? Alors bon, oui, je suis d'accord sur ça. C'est une nécessité un peu identitaire de se retrouver. Moi, je n'aime pas trop cette façon de le voir parce que le livre, en fait, c'est un parcours pour aller au-delà de l'identité. Parce que je trouve que l'identité sépare les autres. Pour moi, la nourriture, c'est un acte de partage, se rapprocher des autres. Alors, cette idée d'avoir la vraie recette, de dire ça, c'est la vraie recette, ça, je ne l'aime pas trop. Parce que c'est plutôt une question de se rapprocher, de comprendre au lieu de définir. Donc aujourd'hui, en Italie, c'est devenu un peu trop une question identitaire. Ça, je ne l'aime pas trop et c'est en fait le but du livre. Merci beaucoup, Federico Tavola. Merci à vous. Un dessin de Pierre Kroll. J'ai juste voulu revenir au titre qui est tellement bien. Pourquoi les fascistes n'aiment pas les spaghettis? Parce que quand c'est cuit, c'est tout mou. Et les fascistes n'aiment pas les mous. À 28 minutes, vous savez, nous avons beaucoup de sujets, nous évoquons beaucoup de sujets, souvent très différents, mais nous abordons très peu, voire jamais, la thématique de la tomate. Alors oui, c'est vrai qu'on croit tout savoir d'elle, tout ça parce que nos parents nous ont dit un jour, la tomate c'est un fruit, pas un légume. Et non, la mozzarella ne pousse pas à côté. Bon, en fait, on ne sait pas grand-chose, faut bien le dire. Heureusement, Nicolas Toutain, chef jardinier du château de la Bourdésière en Indre-et-Loire, va nous éclairer grâce à son livre « Le conservatoire de la tomate ». Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors je vois que vous êtes venu d'ailleurs avec vos tomates et votre chapeau d'ailleurs. Je suis venu bien accompagné. Exactement. Juste au départ, je vois au départ la première photo de votre livre, c'est, vous dites, dans le conservatoire de la tomate, il y a 780 variétés. Mais en fait, on m'a dit qu'il y en avait 800 maintenant. Entre le moment où vous l'avez écrit et ce soir, c'est-à-dire qu'on a 20 nouvelles variétés? Effectivement, en une année, là, on a augmenté d'une vingtaine de variétés à peu près. Voilà, ça change tous les ans. Parce qu'en fait, c'est un conservatoire, bien sûr, potager conservatoire, mais qui est vivant. Donc chaque année, on va avoir de nouvelles variétés qui peuvent arriver, mais qui sont des variétés anciennes provenant du monde entier. Alors, dans les variétés de tomates, on trouve l'ananas noir, la Blue Beauty, la pêche blanche et le téton de Vénus. Qui invente ces noms de variétés et quel est votre préféré? Alors, les personnes qui inventent ces noms, ce sont les personnes en fait qui créent la variété au départ, qui vont lui donner un nom. Donc, vous voyez, par exemple, là, il y a Stripe of the Or, Verna Orange. Donc voilà, c'est la personne qui va créer la variété qui va lui donner son nom. Il y a même là dans le lot, j'ai une tomate qui s'appelle Green Zebra. Green Zebra, qui est connue aujourd'hui, mais qui en fait est une variété de 1985, créée par un Américain qui s'appelle Tom Wagner. Et on en fait du tiramisu, c'est vrai? On peut en faire plein de choses. Il y a la recette d'ailleurs dans le livre. Il y a la recette dans le livre, effectivement. Mais voilà, donc ces variétés peuvent être très anciennes pour certaines ou plus récentes, comme celle-ci, qui date de 1985. Alors, on voit des noms de tomates qui pourraient faire concurrence à des chevaux, vous savez, comme au tiercé, il y a des noms assez étranges. Il y a près de 800 espèces de tomates, de variétés de tomates. Mais celles qu'on consomme, nous, quand on va au supermarché, c'est laquelle? On a l'impression que c'est toutes les mêmes, en fait, non? Oui, alors c'est vrai que depuis ces dernières années, quand même, on retrouve dans les supermarchés des tomates de couleur, ce qui n'existait pas dans les années 80-90, tout le monde connaissait. Elles étaient, voilà, il n'y avait que de la tomate rouge, alors on va dire, voilà, de la tomate rouge classique, comme ça. Celle-ci est tout sauf classique, bien sûr. Mais voilà, aujourd'hui, on retrouve bien sûr des variétés de couleurs dans les magasins, puisqu'il y a un effet de mode autour de la tomate, mais ce sont des variétés hybrides. D'accord. Ce sont des variétés hybrides F1 qui n'ont rien à voir avec ces variétés anciennes. Et les hybrides F1, en fait, ont la particularité d'être beaucoup plus fermes et en tout cas de se maintenir longtemps, en fin de compte, entre la récolte et la vente dans les magasins. Mais le problème, c'est qu'elles sont beaucoup moins goûteuses que les variétés anciennes. Ah, c'est ça. Isabelle, je trouve que vous avez une question. Oui, j'ai lu dans la préparation de cette rencontre que la tomate avait été dans les siècles précédents plutôt un truc ornemental, enfin un fruit de décoration, sauf pour certains aspects médicaux, parce qu'elle serait aphrodisiaque. Et je voulais voir si vous confirmiez. C'est vrai ou pas? C'est vrai. Je vais vous décevoir, non. Mais cependant, c'est vrai que quand elle est arrivée en Europe au XVIe siècle, les botanistes européens l'ont tout de suite classée parmi la famille des solanacées. Les solanacées qui comprennent beaucoup de plantes comme les aubergines, les poivrons, les pommes de terre, bien sûr. Et donc, on a tout de suite vu que cette plante était toxique, parce que la tomate contient de la solanine. Donc, de la solanine, vous en avez dans les pédoncules des tomates et dans toute la sève de la plante, pas dans les fruits mûrs. Mais la solanine est toxique et c'est pourquoi les botanistes ont dit surtout ne mangez pas ces fruits
qui sont toxiques. En plus, ils étaient rouges ou jaunes. Enfin bon, ça venait du Nouveau Monde. Donc on ne les mangeait pas au départ. On ne les mangeait pas. La tomate était uniquement considérée comme une plante ornementale. Il a fallu plusieurs dizaines d'années durant le XVIe siècle et ensuite plusieurs siècles pour que la tomate vraiment s'introduise et se répande dans toute l'Europe en tant que plante de consommation. Rapidement, Nicolas Toutain, la question bien sûr que tout le monde se pose, pourquoi dit-on que c'est un fruit et pas un légume? C'est parce que c'est issu d'une fleur. Voilà. D'accord. En tant que jardinier, tous les botanistes vous diront que tout ce qui est issu d'une fleur est un fruit. D'accord, très bien. Et ben voilà, c'était précis, concis, on a tout compris. Le Conservatoire de la tomate, voilà, pour tout connaître sur votre travail et aussi avec plein de recettes derrière. Et on parlait de ce fameux tiramisu, voilà, avec de la tomate Green Zebra. Voilà, ça, il faut se lancer là-dedans. Bien sûr, le potager conservatoire au château de la Bourdésère qui se visite tous les jours. Tout le monde peut venir, en tout cas, pour bien le sûr, visiter. oui. Merci beaucoup, mais attendez, ne partez pas, puisque Éric Truand a un dessin pour vous. Oui, alors le choix du livre d'été est toujours très périlleux. Le Conservatoire de la tomate ou le conservatisme de la courge. Bonsoir Anna Ndiaye. Bonsoir Renaud Delis. Ravi de vous retrouver Anna. Chaque semaine on prend le temps de méditer. Ce soir on va méditer avec vous et on va s'interroger sur l'évolution de nos paysages de vacances. Ben oui Renaud, c'est vrai que jusqu'à maintenant les vacances pour une grande partie du collectif ça rimait souvent avec soleil, plage, coquillages. Et crustacés. Merci. Les congés payés de 1936 ont démocratisé cette quête du soleil pour des millions de Français. 15 jours de liberté à l'époque pour s'évader hors de l'usine ou du bureau. Et si en prime, on revenait bronzé, eh bien c'était le signe ultime de la réussite sociale. Sauf que près d'un siècle plus tard, le dérèglement climatique a un peu changé la donne, avec des vagues caniculaires qui se multiplient. Et aujourd'hui, le luxe, ça n'est plus forcément de bronzer, mais plutôt de pouvoir dormir sous une couette, la fenêtre ouverte, en plein été. Et c'est là que la montagne séduit. Des stations comme Val d'Isère ou l'Alpe d'Huez ont d'ailleurs vu leur taux de remplissage augmenter de 30 à 40% entre 2019 et 2025. Mais la montagne n'a pas toujours eu autant de succès. Eh bien non, à l'Antiquité, au Moyen-Âge, personne n'aurait eu l'idée d'aller admirer un glacier. Au contraire, la haute montagne, on la craignait à cause de ses avalanches, de ses démons et même de ses dragons, jusqu'à ce qu'un original, un poète italien, Pétrarque, décide de se lancer dans l'ascension du Mont Ventoux. C'était en 1336, par simple curiosité. Il avait envie d'aller voir ce qu'il y avait là-haut. Et pour de nombreux historiens, cette expédition, elle marque le début d'un nouveau regard porté sur la montagne, voire même les prémices de l'alpinisme. Et il faudra attendre le XVIIIe siècle pour que la montagne devienne un objet de contemplation, de sublimation, grâce notamment aux philosophes. Dans son roman La Nouvelle Héloïse en 1761, Jean-Jacques Rousseau s'émerveille des paysages des Alpes, il se délecte du bon air alpin. Son ouvrage devient un véritable best-seller qui va contribuer à transformer le regard qu'on porte sur les Alpes et développer l'essor du tourisme alpin. Alors cette bascule de la peur à la fascination, c'est précisément ce que décrit un historien, Alain Corbin. Selon lui, notre regard sur la nature et les paysages est une construction culturelle qui évolue en fonction des époques. Et c'est d'ailleurs ce qui continue de se produire. La montagne, elle a été perçue comme sportive à partir des années 60 avec l'essor des stations de ski. Et aujourd'hui, elle est considérée comme un refuge climatique l'été, parfois même comme un refuge méditatif. Elle nous permet de prendre de la hauteur et de ralentir face à l'agitation du monde. Alors finalement, quand on fait le choix de passer ses vacances à la plage, plutôt à la montagne, plutôt qu'en Méditerranée, ça n'est pas qu'une affaire de goût, ça raconte aussi peut-être les préoccupations de notre époque, à savoir aujourd'hui le besoin de fraîcheur et de lenteur. En effet. Merci Anna. À propos de hauteur, un dessin de notre ami Coco. Mais bien sûr, je vais finir en douceur. Amour de vacances avec une marmotte. Merci Coco. Bonsoir Renaud. À leur tour, les vers de terre disparaissent de la planète. Comment ça, rien à foutre? Prenez une pelle, creusez un carré de 20 par 20 et dites-moi combien de vers vous trouvez. 1, 2 à la limite? Pourtant, rappelez-vous, une petite pluie dans la cour de l'école et le sol aussitôt se constellait de créatures filandreuses, gris-roses et sans défense. Les plus audacieux les attrapaient, on se les jetait au visage en hurlant. Nos amis fouisseurs, petites mains si j'ose dire, du règne animal, sont en train de crever un par un du cadmium plein le tube digestif. Difficile d'imaginer un lombric mourant d'un cancer du pancréas. Et pourtant, la scène se produit chaque jour sous nos pieds, dans les ténèbres d'un sol saturé d'arsenic et l'indifférence absolue.
Les vers de terre disparaissent et la vérité c'est que je m'en fous. Déjà que je survole le compte-rendu des nuits de cauchemar en Ukraine, au Liban, à Gaza sans plus rien éprouver, alors les vers de terre, vous pensez si c'est le cadet de mes soucis. C'est l'un des effets de la violence planétaire. Quand le gros maigrit, le maigre meurt, et quand l'on massacre des innocents tous les jours, le ver de terre peut aller se rhabiller. On n'a pas le temps, mon vieux, pas la dispo, ni de cœur ni d'esprit. Si encore il avait ressemblé au wombat, il suscitait l'émoi des enfants, c'était gagné. Les parents étaient obligés d'agir, mais quand la baguette de pain est protégée par l'UNESCO, le lombric, lui, n'est même pas reconnu comme animal par la loi. Ingénieur du sol, qu'il disait, cette blague ne nous restera bientôt plus qu'à feuilleter l'album photo de nos meilleurs moments, tous ces millénaires où le ver de terre a travaillé pour nous sans contrat. Il faisait toute une carrière dans le même jardin, le turbin sentait bon la bouse et le pissenlit, il participait d'une pulsation intime de la terre, il était la vie, quoi. Le jour où le corps ne suivait plus, il remontait à la surface avec le sentiment du devoir accompli. L'existence se terminait par une partie de pêche au soleil, apothéose à tendance SM. C'était le pied, ne jugez pas. Merci cher Benoît Forjard et merci à vous de nous avoir suivis. Lundi, vous retrouvez Jean-Mathieu Pernin à 20h05. On se quitte en musique avec Bella Ciao, interprétée par Yves Montand. Un clin d'œil à notre invité Federico Tavola. Bon week-end à tous. Bella ciao, 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 e se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire.